Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. J'ai passé un super moment. J'ai pas eu une interview comme ça depuis très longtemps. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Natacha Calestrémé. Natacha, c'est la résilience, la douceur et l'espoir. Une douceur qui va te faire du bien dans cet épisode. Les gens qui me connaissent bien savent que j'ai pour habitude de dire qu'une épreuve, c'est un cadeau mal emballé. Ce sont des coups de pouce pour avancer autrement. Avancer malgré les épreuves et toujours se faire confiance. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont avoué après qu'elles n'avaient jamais cru en moi. On revient sur son histoire, une vie bien remplie entre le journalisme, les documentaires et l'écriture, mais aussi les drames que Natacha a dû traverser, ce qui l'a amené à un point de non-retour. Puis dans ma famille, il se passe plein de choses, je pleure tous les jours. Je suis au bord de la dépression. Comment a-t-elle fait pour se relever et retrouver le bonheur ? Elle nous parle aussi de son dernier livre, Se donner toutes les chances, un livre qui m'a tellement fait de bien. Découvrir les bienfaits de médecine conventionnelle et complémentaire. Ce qui est important de dire, c'est que tu as des dérives aussi sur le plan de médecine conventionnelle et c'est pas pour ça qu'on jette tout. Souvent ce qu'on voit, c'est que s'il y a un guérisseur qui fait n'importe quoi, on dit ouais, les guérisseurs c'est tous des nuls. Un épisode qui permet de prendre du recul sur notre rapport à la santé. Et tu vas voir un épisode intense entre rire et larmes. Et ça m'émeut. Je suis désolée. Mais non, mais les gens qui me connaissent, ils savent que je pleure tout le temps. C'était pas je trouve ça trop beau. C'est des larmes de joie. Oh, je suis tellement émue. N'hésite pas à suivre mon Instagram Oser by Nico, tu trouveras les pépites de cette interview en vidéo et tu peux également laisser 5 étoiles et un commentaire, ça aide grandement au référencement de ce podcast. Je t'en remercie d'avance. Allez, bonne écoute. Salut Natacha. Bonjour Nicolas. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je voudrais te poser par une première question. En fait, comment te sens-tu en les promos que tu fais actuellement? Tout ça, tu m'en as un peu parlé. D'ailleurs, c'est vrai que je te pose la question, mais au final, je connais un peu la réponse. Mais du coup, c'est quoi ton mood actuel? Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la promotion, je suis un peu obligée de venir à Paris très souvent. Paris où j'ai habité pendant 28 ans. Ouais. Donc, et ça fait 8 ans que maintenant j'habite dans le Lot, au calme, dans la campagne, avec des vaches pour voisines et des lièvres pour compagnons de passage. Ouais. Et heureusement qu'il y a ce calme, parce que voyager, partir, Paris, la Bretagne, et puis la Belgique, puis la Suisse, puis Paris, puis encore ailleurs, Vannes bientôt, c'est fatigant. Mais j'ai pris le parti, lorsque je viens à Paris, de me nourrir de l'énergie, cette énergie folle qu'il y a dans Paris. Et je pense que c'est possible parce que je ne suis que de passage. Ouais. Donc ça va. Donc quand je viens à Paris, je sais que j'ai rendez-vous sur rendez-vous. C'est la folie, je me pose pas, c'est à fond la caisse. Puis quand j'arrive chez moi, je me pose et je profite du soleil avec un bon livre. Je travaille aussi beaucoup. Mais voilà. Donc ça va, c'est la frénésie mais heureuse. Ouais, c'est marrant parce que tu me donnes une réponse un peu équivalente à Flo de la Vega que j'avais ce matin, qui vit dans la nature, et il me dit Paris c'est sympa, mais il faudrait pas que j'y reste parce qu'il a un besoin de retrouver le calme aussi. Ouais. Donc comme quoi finalement c'est propre à beaucoup de gens cette envie. Je pense que c'est quelque chose qui s'est beaucoup déclenché après le confinement. J'ai eu la chance de bouger avant. Donc c'était bien, mais moi c'est essentiel. Aujourd'hui je pourrais plus vivre à Paris. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix. Et moi je crois qu'au début, en tant que journaliste, honnêtement je n'avais pas le choix. C'était impossible pour moi de vivre ailleurs qu'à Paris, parce que le cœur du réacteur se trouve à ce moment-là. Et dès qu'on est éloigné, finalement on n'a pas les bonnes informations. C'est important de pouvoir aller le soir à rencontrer des gens, des sorties, des avant-premières, pour être informé, pour se montrer. Et quand on débute et que on veut faire à sa place et trouver, c'est pas évident. Il faut faire des concessions, même si ça correspond pas du tout à notre rythme de vie. Ce sont des compromis qu'on doit faire pour essayer d'avancer dans notre métier. Et quand le métier, on a la chance
d'en faire une passion finalement, ça passe. Tout à fait. Justement, on va voir un peu d'où tu viens, parce que là, tu vas nous parler de ton livre, le tout dernier. Je suis assorti, d'ailleurs, pour ceux qui voient la vidéo YouTube, j'ai voulu m'assortir. Je trouve que quand même, Nicolas, tu as fait hyper bien les choses. Je te félicite, c'est magnifique. Avec cette couleur bleue, que je trouve un très beau bleu, se donner toutes les chances. On va en parler après avoir vu un peu, pour les personnes qui ne te connaissent pas, et même pour ceux qui te connaissent, mais un peu d'où tu viens. On va en parler et je te dirai ce que j'en ai pensé, parce que j'ai pris une claque. Et tu vas comprendre pourquoi. Mais allez, je tease un peu. Quel suspense incroyable. Tu dois faire de la télé, toi, non? Peut-être. Oui, c'est vrai qu'on peut le dire d'ailleurs qu'on s'était connus via le plateau de Ça commence aujourd'hui. Avec les gens m'en parlent beaucoup. Ouais. Mais donc toi, c'est vrai que t'es de base le milieu audiovisuel que tu connais, puisque tu es ou tu n'es plus journaliste? Alors je suis toujours journaliste. Ça va faire bientôt 30 ans. Ouais. Au secours. Par contre, la réalisation, je me considère plus réalisatrice. Genre, j'ai réalisé 31 films documentaires pour la télévision, France Télévisions en très grande partie. Je fais 11 films pour M6, dont 6 prime time, mais essentiellement pour France Télé. Mais je me considère plus tellement comme réalisatrice, même si c'est quelque chose que j'aimerais refaire différemment, mais j'aimerais refaire. Parce que j'ai arrêté maintenant, ça fait depuis 2017. Ouais. Donc ça fait quand même un paquet de temps et donc je me considère plus comme réalisatrice aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à être journaliste? Je voulais vraiment... En fait, tout a commencé au moment où mon père, j'ai 9 ans, me dit le dernier rhinocéros blanc vient de s'éteindre. Alors, c'était pas vrai. On en a trouvé d'autres après, donc heureusement, c'était une mauvaise information. Mais en tout cas, mon père avait entendu ça à la radio. Et moi, j'ai 9 ans et je me dis, mais comment est-ce possible? Comment le 3e plus gros mammifère de la planète, après la baleine et l'éléphant, peut-il s'éteindre? Ce n'est pas envisageable. Je me souviens de quelque chose de l'ordre du drame à l'intérieur de moi. Et je me dis, je vais créer peut-être une association d'entraide pour sauver les espèces animales. Et en même temps, en me renseignant un petit peu au fil des années, je me rends compte que c'est très dur, que finalement, il n'y a pas vraiment d'écho, que les gens ils donnent tout pour des résultats très difficiles. Et en même temps, je suis passionnée par les médias. Et je me dis, mais et si je valorisais ces initiatives-là? Et donc, cette idée-là a germé et je me suis dit, il faut que je me donne les moyens d'y arriver. Donc, j'ai fait un BTS Publicité et Communication. Et puis ensuite, je suis montée à Paris et j'ai travaillé dans la presse, François, VSD. J'ai été chassée pour entrer à France Télévisions. Et puis ensuite, je suis passée en tant qu'auteur pour des émissions de jeux par... des chaises musicales, ça n'a pas vraiment d'intérêt de rester là-dessus, mais en tout cas, très souvent des épreuves qui m'ont fait basculer d'un endroit à un autre, où tout d'un coup je me disais, mais comment on peut me faire vivre ça? Et puis pof, peut-être parfois 2 ans après, parfois quelques mois après, je me disais, mais c'est une super opportunité de faire en face. C'est le destin d'après toi, justement, quand il y a des challenges qui ne sont pas toujours positifs et qui te font basculer dans quelque chose de nouveau? Alors moi je pense que rien n'est vraiment déterminé. J'ai pour principe de donner une image. C'est comme si on était sur le tronc d'un arbre et qu'on a plusieurs branches qui sont devant nous. On pourrait dire que ce qui est déterminé, c'est le nombre de branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est autant de possibilités qu'on a devant nous. Mais on est toujours libre de choisir cette branche-là, qui peut-être est plus fragile, plus courte, moins forte, qui a plus de ramifications, qui est peut-être plus couverte de fleurs, même si elle est plus fragile, etc. etc. Et c'est là où est notre libre arbitre. Qu'on garde, malgré tout. Et autrement, moi, les gens qui me connaissent bien savent que j'ai pour habitude de dire qu'une épreuve, c'est un cadeau mal emballé. Et que ce sont toujours, mais je dis toujours, des coups de pouce pour avancer autrement. Même si au moment, par exemple, je pense à un deuil, moi quand j'ai perdu ma petite sœur, on m'aurait dit ça, j'aurais dit non mais arrêtez, c'est débile. Bon. Eh bien, pourtant, ça m'a permis de pardonner à bien des personnes ce qui lui est arrivé. J'aurais pas été capable. Par des choses intimes, mais
Voilà. Et donc, ça m'a permis de me transformer, ça m'a permis de me dire, il faut que j'aille à l'essentiel. Ouais. Et il faut que ce qui m'anime chaque matin en me levant, c'est de me dire, qu'est-ce que je peux faire à petite ou à grande échelle ? Petite échelle, c'est peut-être, je vais finir ma phrase, pour aider mon prochain. Donc, petite échelle, c'est peut-être téléphoner à une personne qui est un peu isolée, je sais, peut-être ça lui fera plaisir de parler à quelqu'un. Moyenne échelle, ça va peut-être faire un post sur un réseau où je vais partager pendant 1 minute un message qui va peut-être aider des gens, ou bien, comme je fais sur Instagram, une image, une photo que je prends, et avec un message symbolique, où beaucoup de personnes me disent « c'est exactement ce qu'il fallait que j'entende aujourd'hui ». Et à grande échelle, ça va être écrire un livre ou lancer des projets qui peuvent toucher beaucoup de monde et dans lequel je partage non pas ma détresse, mais les choses qui m'ont permis d'avancer. Vraiment. Ouais. Voilà. Donc voilà, et prendre conscience que finalement c'est ça qui m'anime vraiment, ça permet d'orienter finalement le choix de ces activités. Tout à fait, de prendre la fameuse branche qui te convient à toi à ce moment donné. Complètement. Et tu vois, même quand on est désappointé, si jamais par exemple, je reçois une critique infondée, quelque chose que je ne comprends pas, systématiquement, je vais essayer de faire ce petit pas de côté en disant, le cadeau mal emballé, là, le cadeau qui n'est pas joli, là, il est où ? Les fameux cadeaux cachés de la vie. Voilà. Et donc, tu vois, ce livre qui vient de sortir, c'est le cadeau que j'ai reçu par rapport à différentes choses qui me sont arrivées, où Stéphane Alix, mon mari, m'a dit tiens, mais et si tu donnais la parole à des experts pour aborder tous les thèmes que tu traites dans tes précédents livres, cette remarque-là de lui, j'aurais jamais eu si auparavant j'avais pas été chahutée sur d'autres domaines, tu vois. Donc c'est un vrai beau cadeau. Je suis ultra heureuse de ce livre parce que au-delà de finalement aborder des choses sur la santé, sur le bien-être, c'est aussi l'occasion de montrer un cheminement, de proposer un cheminement pour toute personne qui se sent pas bien, grâce à une vision en fait de ces experts. On en parlera tout à l'heure. Mais donc toute situation, il faut trouver ce cadeau, et ça permet une chose essentielle, c'est de sortir du côté « je suis victime » ou le sort s'acharne, la société m'en veut, j'en ai marre, je peux pas m'en sortir. C'est de se responsabiliser sur sa vie, de toute façon. Mais tout à fait. Mais les gens pourraient se dire oui, mais si je me responsabilise, ça veut dire que si j'y arrive pas, je me culpabilise. Non, tu vois, c'est vraiment un petit détail, c'est de se dire que finalement, à travers cette épreuve, il y a un mieux quelque part. C'est sûr. Parfois, on cherche un appartement, et puis on pose notre candidature, et puis on n'est pas pris. Oh flûte, je suis désappointé. Il y a mieux après. C'est marrant que tu dis ça m'est arrivé il y a 2 ans. Mais non. J'avais trouvé l'appart de mes rêves, mais j'étais pas tout à fait prêt à déménager, j'étais plus sûr. Et j'ai attendu une nuit, et le lendemain... Il était pris ? Il était pris, mais à 1 heure près. Mais non. Et c'était l'appart de mes rêves, et je me dis, mais pourquoi t'as hésité ? T'aurais jamais dû hésiter. Et ça a été très compliqué, je m'en suis voulu, j'étais dans un état de... Pourquoi tu t'es mis dans cette situation ? Pourquoi t'as refusé ce cadeau qui t'était offert, etc. Et en fait, 2 semaines plus tard, je trouvais un appartement encore mieux qui arrivait. Et je l'avais pas du tout vu venir. Et j'avais halluciné de la situation parce que cet appartement, j'en rêvais et je ne pouvais pas avoir mieux. Donc, c'était impossible pour moi la situation. Et 2 semaines plus tard,
ça se réalisait. Sur un appartement mis avec des photos qui étaient moches. C'était pas prévu. Et je suis rentrée dedans. Et il ressemble un peu à là où on est. Le salon, c'est un peu ça. Donc c'est beau. C'est sympa. C'est grand. Enfin, c'est vrai que pour ceux qui voient, c'est du haussmannien avec les cheminées. Et je pensais pas pouvoir avoir ça. Et finalement, c'est exactement ce que tu viens de dire. Voilà. Et ça, finalement, par exemple, il y a des fois, on se dit, je passe mon permis, échec. Je repasse mon permis, échec. Peut-être que c'est un cadeau, qu'on n'est pas prêt, et que peut-être que si on avait le permis à ce moment-là, peut-être qu'il arriverait des crasses, un accident, quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut voir toujours l'aspect positif. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses, en disant il y a toujours quelque chose de mieux qui arrive, même à travers un échec, un examen. Moi, je me rappellerai toujours quand donc j'ai fait des études scientifiques et je veux devenir kiné. Et je passe ce concours kiné. Et l'année où je présente mon concours kiné, je passe mon bac mathématiques et sciences de la nature et je l'ai pas. Et je me dis, mais c'est la tuile. Ouais. Sauf que l'année d'après, où j'ai mon bac, j'ai plus envie de faire kiné. Ouais, t'as envie de faire autre chose. Et je veux faire du journalisme. Ouais. Tu vois ? Donc, on aurait pu te retrouver kiné aujourd'hui. Aujourd'hui, je serais peut-être en train de masser. C'est formidable. Ouais. C'est formidable d'être kiné. Mais c'était pas ma voie. Voilà. Tu vois ? Tout à fait. Donc, au moment où je me dis, purée, j'ai l'examen de kiné, j'ai l'entrée, mais j'ai pas le bac. Mais c'est quoi, tu vois ? L'horreur. D'abord, on a le droit de se tromper. C'est pas grave. Ouais. Et ensuite, il y a un cadeau derrière. Donc ça, c'est Comment on fait quand on est justement on pense avoir raté ou il nous arrive quelque chose et on n'arrive pas à sortir des émotions qui sont négatives. Ça peut être de la tristesse, de la culpabilité, ces émotions dites basses. Comment on fait pour sortir de là ? Parce que mentaliser, il y a des cadeaux qui m'attendent. Ouais. Hein, c'est facile, entre guillemets, sur le papier. Mais quand on vit une émotion très basse, qu'est-ce que tu as comme conseil ? Alors, déjà, on ne parle pas d'émotions négatives. Ouais. Et dans la mesure où une émotion, elle nous indique un état d'âme, un état d'esprit qui est douloureux, il y a forcément quelque chose qui me renseigne sur moi, donc c'est positif. Mais ça peut être une émotion douloureuse. Ouais, tout à fait. Tu mentionnes dans ton livre, d'ailleurs, la différence. Voilà, tout à fait. Donc, cette émotion douloureuse, il faut l'accueillir, et je dirais même que plus tôt on s'en rend compte de cette émotion. Bon, imaginons qu'on me dit t'es nul. Bon, ok. Bon, si j'ai l'occasion, je prends un peu de temps pour voir qu'est-ce que ça fait dans mon corps, quoi. Je me sens oppressée. Est-ce que j'ai une boule au ventre ? Est-ce que j'ai les mâchoires qui se serrent parce que je suis super en colère ? J'essaie de voir un petit peu ce qui se passe dans mon corps pour l'accueillir et pour être attentif à ma détresse, parce que comme tu dis, on se prend, imaginons une mauvaise nouvelle, un deuil, quelque chose où plein de gens sont licenciés actuellement, voilà, donc bon, on accuse le coup et on accepte de voir cette douleur, de la nommer. Je suis triste, je suis en colère, je me sens coupable, je me sens honteux, je me sens rejeté, je me sens abandonné, voilà. Ça déjà, c'est super important de le formaliser. Peut-être de l'écrire aussi ? On peut l'écrire, bien sûr. Mais comme j'en parle dans le livre, ce qui est important, c'est peut-être ce qui va nous aider à nous en libérer, c'est de ne pas rester focus dessus. Et de se dire, ok, je suis en colère, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses dans la vie où ça va ? Ou des choses qui me rendent fière ? Ou peut-être une toute petite chose qui me rend heureuse ? Ce soir, je vais me faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais des endives au jambon. Ou bien, tu vois, par exemple, ce soir, moi, je retrouve ma sœur qui vient de Bordeaux, et on se retrouve, elle vient me retrouver ce soir. Et je suis super contente parce qu'on se voit pas souvent. Bon, imaginons que je suis très triste ou en colère par ailleurs, me relier à ce petit moment de connivence, de complicité avec ma sœur, ça va me permettre de me focaliser sur autre chose que le symptôme de ma souffrance, de ma douleur. Après, il existe quantité de thérapies
qui vont nous aider justement à nous libérer. Et des choses, aller voir un psychothérapeute, tout simplement. Après, il y a des psychothérapies très courtes. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'EFT. Si, tout à fait. Emotional Freedom Technique, qui sont des techniques où on stimule des points d'acupuncture en même temps qu'on dit des phrases positives. Il y a le MDR qui est pratiqué par un très grand nombre de médecins. L'hypnose. Si on a envie, par exemple, si on a vécu quelque chose de très dur, de très déstabilisant, un traumatisme, quelque chose, l'hypnose, le MDR, ou même ne serait-ce qu'un massage pour ramener au corps, tu vois, pour libérer le stress. Il y a une étude qui a montré, qui a été menée sur les vétérans c'était sur les vétérans sur les combattants en Irak et qui sont revenus et une autre étude qui a été menée sur les traumatisés du 11 septembre et qui ont montré que on leur avait posé la question, qu'est-ce qui vous a permis, quelles sont les pratiques qui vous ont permis de vous sortir le mieux possible de cet état de stress, de peur, d'angoisse, de traumatisme lié à l'effondrement des tours. Et dans l'ordre, ils ont répondu l'acupuncture. En 2, le massage. D'accord, ok, le lien au corps, directement. Et c'est pour ça que, tu vois, quand on disait tout à l'heure, sentir ce que ça fait à l'intérieur de soi, cette émotion, j'ai le ventre serré, j'ai les jambes qui sont dures, eh bien, ramener au corps, c'est finalement aussi se donner la chance de pouvoir s'en libérer, peut-être en allant faire du massage, en faisant des pratiques qui aujourd'hui peuvent vraiment nous aider. La sophrologie, tu vois, c'est quelque chose qui aide énormément aussi. T'as pas toujours été avec ce recul-là, finalement. Quand tu étais dans le journalisme, tu as continué comme ça, et ça a été une hernie discale qui t'a... Une double hernie discale, ouais. Ça, c'est presque la fin. Ah, c'est presque la fin, c'est presque la fin. C'est là que tu as fait des nouvelles rencontres et que tu as changé ton état d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement chez toi à un moment donné. Oui, mais complètement. Mais si tu veux... Voire plusieurs, d'ailleurs. Ouais. Alors, en tant que journaliste, ça a commencé et réalisatrice, où je rencontre des chamans, des guérisseurs, où on interviewe des scientifiques, des médecins, des chercheurs, des neuropsychiatres pour les enquêtes extraordinaires qui étaient sur M6, pour leur demander leur point de vue sur ces choses qui sont non expliquées par la science. En fait, une vision cartésienne sur quelque chose qui n'est pas cartésien. Donc ça, c'était super intéressant. Et comme moi, je m'occupais des castings et de la réalisation, je rencontre ces gens, ils m'expliquent un petit peu leur pratique. Je les fais rencontrer avec des médecins, des chercheurs, et ils expliquent les choses et je prends des notes. Il y a eu un autre cap très important. Je pars pour le magazine Géo écrire un article sur les chamans Shipibo au Pérou. Et là aussi, à travers l'interview, il se passe des choses. Voilà. Je pars à nouveau en tant que journaliste pour le magazine Inexploré au Cambodge, où je rencontre des bonzes, des guérisseurs, des chamans. Voilà. Au Kenya, pareil, des hommes médecine. Bon. Et tous me partagent leurs pratiques, la manière dont ils se sont relevés de la maladie, la manière dont ils sont devenus chamans, etc. Bon, et je prends des notes. Et moi, franchement, je regarde ça d'un air un peu curieux, très bienveillant, parce que mon grand-père était guérisseur et que du coup, je sais que tout ne peut pas s'expliquer par la science, et tant mieux. Donc une certaine ouverture. Voilà. Déjà, mais n'empêche qu'il y a des choses, je dis, bon, c'est un peu olé, quoi, les trucs. Hein. Bon, faut arrêter, les gars. On se calme gentiment, on respire un petit peu, et on revient sur Terre. Bon. Et puis, en fait, ce qui va se passer, c'est que en 2011, tous les films que je propose, tous les articles que je propose, tous les bouquins que je propose me sont refusés. Tous. Donc je me retrouve au chômage. Et puis ça dure, donc j'ai plus d'allocation chômage, donc j'ai plus d'argent. Et ça, comme ça, en fait, il va y avoir une succession d'événements. Au bout d'1 an et demi, je perds ma petite sœur. Et puis ensuite, je perds ma meilleure amie, de harcèlement conjugal, etc. Et puis dans ma famille, il se passe plein de choses, je pleure tous les jours. Je suis au bord de la dépression. Je sais pas. C'est pas étonnant. Enfin, là, t'enchaînes les choses, on peut penser que la vie est contre nous à ce moment-là. Mais tu sais quoi ? J'ai tellement une nature positive que je me rends pas compte. Et j'avance.
tel le bon gros bourrin. Ouais. J'ai pas mal. Et puis j'essuie mes larmes, je pleure, mais j'ai pas mal. Et en fait, il me faut cette double hernie discale dont tu parles, qui me bloque sur place. Souvent, c'est un problème de santé qui t'empêche d'avancer, qui te dit... Il n'y a pas une position où j'ai pas mal, allongée, assise, debout, je souffre des horreurs. Alors, je vais voir un médecin. Ouais. C'est la première chose à faire. Il me diagnostique la double hernie discale. Et ma chance, d'une certaine mesure, c'est qu'il ne m'a pas complètement guéri. J'aurais jamais écrit tous les livres que j'ai écrits. Ouais. Tu te rends compte ? En fait, c'est parce qu'on voit de toute façon que les 2 livres que tu as écrits par la suite, Prendre ma place. Ouais, trouver ma place et la clé de votre énergie. Ouais. En fait, c'est la suite de tout ça. En fait, c'est tous ces éléments qui t'ont amené. Et le dernier, j'ai l'impression qu'on va encore chercher plus loin. Ouais. En fait, t'es toujours à être dans la compréhension humaine, la compréhension de qu'est-ce qui se passe en nous, de d'où ça vient. Ah, ça me touche que tu dises ça. Et ça vient de ton expérience, en fait. Enfin, de toute façon, ça sent quand tes livres, c'est pas par hasard. Il y a une compréhension derrière. Ouais. Et tu vois, regarde, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le cadeau, c'est qu'on pourrait se dire, waouh, chômage, plus de fric, un deuil, un deuxième, et familial et la cata, et problème de santé. Tu pourrais te dire, à quoi bon la vie, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai un truc à comprendre. Alors, je fais donc je vais voir le médecin, première chose. Ensuite, je fais des séances de EFT. Ensuite, je vais voir un guérisseur. Tout améliore un peu les choses. J'ai toujours mal. Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais attends, en fait, ces techniques-là de ces gars-là qui m'avaient partagé, et si j'essayais, tu vois. Et pourquoi pas ? Finalement, t'as rien à perdre. Tu vois, bon... Et j'essaye. Alors, il y a certains trucs, c'est des fulgurances. D'autres... ça va mettre plus d'1 an. Il y a d'autres trucs qui se résolvent encore aujourd'hui. Tu vois, c'est un chemin. Hein. C'est jamais, c'est pas une baguette magique, hein, tout ça. Mais et comme ça va beaucoup mieux, on me dit mais partage ça dans un livre. Et moi, je dis non, pas sur mon expérience. Enfin, les gars, faut arrêter quoi. Et j'ai tous mes proches qui viennent me chercher sur des problèmes, d'épreuves, de santé, tous. Je suis journaliste, pourquoi on vient me chercher là-dessus, tu vois, enfin, je suis pas médecin et je suis pas kiné. Et je suis pas kiné. Je vois que tu suis, c'est un bon point, Nicolas. Et je partage les techniques et ça marche aussi. Et là, je me dis, bon, statistiquement, je peux pas me cacher derrière la chance indéfiniment. Il y a un truc, maintenant, il faut que je partage. Et donc, l'idée qui me vient à ce moment-là, c'est de proposer des ateliers. Ok. Et donc de 2016 à 2019, je vais pendant 3 ans proposer plein d'ateliers, 30 personnes à chaque fois, etc. Et bizarrement, tout d'un coup, il y a des médecins qui viennent se former, des psychiatres, des infirmiers, et là, je n'en reviens pas. Et là, tu vois, on fait un tour de table, j'ai même une vétérinaire qui était venue une fois, bon. Et un psychiatre qui m'envoie des patients. J'hallucine. Bon. Et là, je dis, ok, bon, ben là, il y a un truc, et donc là, il faut que je partage. Et c'est comme ça que j'ai écrit La clé de votre énergie, si tu veux. Voilà, l'origine. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu une espèce d'avant-après qui a été, qui s'est concrétisé dans mon corps à partir du problème de santé. Et tu vois, là, dans ce livre, tu parles des médecines conventionnelles et non conventionnelles. Donc, j'ai le sentiment que tu as fait du chemin, d'ailleurs, entre, du coup, ton premier livre, le deuxième, puis celui-ci, en voulant, j'allais dire marier, c'est pas forcément ce mot qu'il faut utiliser, mais comme si j'aime bien. cette idée, cette idée que justement, est-ce que les deux n'iraient pas ensemble ? Et ton livre, on commence, c'est vraiment, qui est le patient et des choses très concrètes. Et ce que j'ai aimé, et à la limite, j'en viens à ce que je disais au début. En fait, si tu veux, moi, depuis 2 semaines et demie, 3 semaines, j'ai une énorme remise en question sur ma vie. Surtout. J'ai fait une sorte de trop-plein de spiritualité et de développement personnel. D'accord. Donc, depuis 3 semaines, je me suis dit, en fait, c'est des conneries, je crois plus en rien. Là où je me tirais des oracles,
je mettais de la sauge, je faisais des stages chamaniques. D'accord. J'ai vraiment été très loin. Et je suis revenu jusqu'à la semaine dernière où j'étais là, mais en fait, la spiritualité, ça m'aide en rien. Je suis toujours paumé. En fait, je sais pas où je vais, quel est le sens de ma vie. Et j'ai fait une sorte de burn-out spirituel en mode, mais en fait, ça n'existe pas. Et je pense que quand tu le sais, quand on veut, on trouve. Hein. Donc, j'ai cherché des informations qui allaient me valider que la spiritualité n'existait absolument pas. Donc, du coup, j'ai dit, voilà, c'est ça, j'ai compris, la spiritualité n'existe pas. Et je suis resté un peu là-dessus, et je t'avouerais que ça n'allait pas, c'était pas foufou. Et puis j'avais commencé à lire ton livre, que j'avais même mis un peu de côté, parce que je m'étais dit, mais je sais pas finalement si c'est ce qui me convient, etc. Et puis là, on a décidé de faire cette interview, et donc je me suis dit, mais il faut que je le lise. J'en avais les larmes aux yeux. Mais c'est vrai ? Ouais. Parce qu'en fait... Tu vas me donner les larmes aux yeux, tu sais que je suis hyper sensible. C'est vrai ? Ouais, mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, tu m'as fait comprendre que... c'est beau. En fait, il fallait pas être tout blanc ou tout noir. Wow. Que là, je repartais dans un combat contre quelque chose. Et ça m'émeut. Je suis désolée. Mais non, mais les gens qui me connaissent, ils savent que je pleure tout le temps. C'était pas je trouve ça trop beau. C'est des larmes de joie. Oh, je suis tellement émue. Et du coup, je l'ai lu là assez rapidement. Et hier, j'étais tellement bien de me dire, mais finalement, pourquoi opposer les choses ? Ouais. Et en fait, t'arrives à... En fait, j'ai aimé le fait que tu partages que la médecine conventionnelle est essentielle et qu'on ne met pas à la poubelle. C'est pas optionnel. Voilà. Ouais. C'est pas optionnel. On est obligé de comment dire. C'est la base parce qu'on va comment dire. C'est Claire Ciré qui dans le livre, elle est médecin et elle évoque. Elle est au Conseil national de l'ordre des médecins et elle dit. Si quelqu'un vient me voir qu'il a un cancer, que je le traite en chimiothérapie et que je lui propose de faire des balades en forêt, du yoga, bon, ça va l'aider considérablement parce que elle, au lieu de rester focus sur la chimiothérapie, sur les parties malades, sur les symptômes, peut-être sur les effets secondaires, en faisant du yoga, par exemple, elle va se rendre compte qu'elle peut faire des choses avec son corps. Que peut-être elle est un peu plus souple qu'elle l'imaginait, que peut-être il y a plein de parties de son corps qui bougent et qui est en action et qui n'est pas mort et que tout va bien, que peut-être les balades en forêt, actuellement il y a toutes les feuilles qui sortent, c'est juste magique, et de se dire que la vie c'est une perpétuelle, un recommencement perpétuel, que toutes les cellules de notre corps sont en perpétuel renouvellement et finalement même sans le savoir, simplement en voyant ces bourgeons et ces feuilles qui sortent, on se dit mais la vie peut recommencer, peut-être que la vie et donc la santé peut revenir et donc nous mettre dans un état d'esprit qui aide. Et Claire Ciré, elle dit mais si je propose à cette personne de faire simplement la balade dans la forêt et le yoga et que je lui dis de ne pas faire la chimiothérapie, là je la condamne. Donc c'est pas tellement finalement l'un ou l'autre, mais c'est la place qu'on leur donne à chacune. Et réconcilier ces pratiques, ou les marier, comme tu as dit, j'aime beaucoup le terme, eh bien c'est effectivement se donner toutes les chances, parce que la chimiothérapie, elle va effectivement lutter contre les formes pathogènes à l'intérieur du corps, mais si on n'a que ça. Voilà, je viens d'apprendre que dans ma famille, il y a quelqu'un qui a un cancer. Bon. Et je lui ai dit, mets-toi en mouvement. Marche le plus possible. Regarde ton corps, il peut faire plein de choses. Et il m'appelle très souvent en m'envoyant un petit texto montrant le nombre de pas qu'il fait tous les jours. Il est fier de lui. Il est sur une dynamique où il marche parce qu'il sait que ça lui fait du bien. Et pendant qu'il marche et qu'il voit les choses, ça peut être du shopping pour les filles, ou des plantes vertes si on est à la campagne, eh bien, on n'est pas focus sur le symptôme, on n'est pas focus sur la maladie. Ça nous fait du bien, ça crée des endorphines à l'intérieur, beaucoup d'hormones de plaisir, et c'est formidable. Donc c'est essentiel de se mettre dans une dynamique qui nous sort finalement du symptôme, mais qui va nous aider à nous relier à nos parties saines.
Ouais, exactement. À se désidentifier des symptômes. C'est Gérard Osterman, le professeur de médecine Gérard Osterman, qui dit que à cause de la recherche du symptôme, qui est essentielle, encore une fois, parce qu'elle permet de l'éradiquer, on a tendance à devenir notre symptôme, à devenir notre maladie. Je suis obèse. Ouais. Je suis anorexique. Ah non, je suis migraineux. Mon cancer. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Ouais. Les mots ont un poids, en fait. Et donc, si on s'identifie comme ça à notre maladie, eh bien, c'est très difficile de faire ce petit pas de côté qui va nous permettre de nous dire « Non, mais je ne suis pas que ça. Je suis Natacha Calestrémé, d'abord. D'accord ? Et puis, je peux faire plein de choses. » Voilà. Donc... ce livre, tu as vraiment été chercher 4 personnes. Oui. Je les ai devant moi parce que je les ai pas de tête, mais Thierry Janssen, Gérard Osterman, Isabelle Mansuy et Jacques Besson que tu as interviewé. Oui. Du coup, sur différents, sur les médecines conventionnelles et non conventionnelles, justement pour avoir des angles différents. Oui. Ce qui aussi permet d'avoir une ouverture, je trouve, parce que t'es pas resté bloqué sur une personne qui te dirait une chose, mais finalement multiplier les points de vue permet aussi une ouverture qui n'est pas juste un point de vue omniscient d'une vérité absolue, et ça j'ai trouvé juste. Ça a été assez magique la manière dont ça s'est fait. J'ai tout de suite pensé à Gérard Osterman parce que professeur de médecine, psychothérapeute, et puis membre du CUMIC, qui est un collège d'universitaires, c'est-à-dire de chercheurs et de médecins, qui s'intéressent aux médecines complémentaires, qui ont cette ouverture. Le CUMIC, ils ont cette ouverture, et ce sont que des scientifiques. D'accord ? Donc, il m'intéressait, et lui, c'était indispensable. Jacques Besson, professeur de psychiatrie, donc tout ce qui est mental, je me suis dit, c'est génial. Et lui, il apporte une vraie dimension autour de la quête du sens et aussi de la spiritualité, qui n'est pas la religion du tout, qui est la spiritualité, c'est un peu le fait de finalement se relier à plus grand que soi. Ouais. Ça peut être une énergie, ça peut être... Dieu pour certains, ça peut être la lumière. Avoir la foi. C'est dit dans le livre, avoir la foi aide à avancer et à se guérir. Oui. Si on n'a pas la foi, à quoi bon ? Voilà, la foi en nos ressources. Déjà rien que ça. La spiritualité, c'est la foi en nos ressources, en notre capacité de résilience, en notre capacité de rebondir face à l'épreuve, à notre capacité à se connecter à notre intuition, à dire... non, ce matin, je vais réfléchir et je vais pas prendre cet appartement, je vais réfléchir. C'est quelque part, c'est intuitif, non, j'attends. Et pour un mieux. Et on le sait pas, on le découvre après. Après, on se dit, on est idiot. Enfin, tu vois. Et alors que non, on s'est juste connecté avec cette part de nous, à l'intérieur de nous, qui sait, qu'il y a mieux après. Donc, ça, c'est cette foi, elle est incroyable. Et cette quête de la spiritualité dont parle Jacques Besson, elle est vraiment importante. Ensuite, il y a Isabelle Mansuy, qui est professeure et docteur en neuroépigénétique. Et ça m'a vraiment intéressée parce que l'épigénétique, c'est vraiment la discipline scientifique qui permet de relier la science dure avec toutes les médecines complémentaires, en fait. Parce que l'épigénétique, elle montre tout simplement que toutes nos émotions impactent nos cellules. Elles transforment l'activité de notre génome. Donc, et l'émotion, on a eu tendance à la mettre de côté. La science a tendance à la mettre de côté, à ne pas la considérer. Donc, l'épigénétique, elle relie ça. Et il y a une dimension qui m'est chère, et tu le sais, c'est l'aspect transgénérationnel. Et l'épigénétique, elle montre de manière scientifique que finalement, les épreuves de nos parents, de nos grands-parents, peuvent impacter notre vie. C'est pas systématique. Bonne nouvelle, c'est aussi réversible. Tout ça, ça a été montré par la science, sur le plan comportemental auprès de l'homme, sur 3 générations, et sur les souris et les rats de laboratoire sur 5 générations. Donc ça, c'est aussi rassurant. C'est-à-dire que de savoir qu'il y a des principes de pratique
autour de la psychogénéalogie, qui finalement sont validées par la science. Dans le début du livre, tu dis d'ailleurs que... alors je l'aurais pu, parce que c'est vrai que comme je te disais, j'avais pris des notes, mais j'en ai tellement que finalement je le fais juste au feeling et ça suffit finalement hein, de discuter avec toi que d'avoir plein de notes, parce que je suis pas là pour faire un exposé non plus. Mais il y avait cette idée, oui, alors j'ai quand même relevé cette phrase que je trouvais très intéressante, l'être humain est d'une complexité infinie et nul ne peut garantir 100% que telle technique et uniquement celle-là, conventionnelle ou non, lui a permis de venir à bout de ses problèmes de santé. Et tout le début du livre, il y a cette idée que l'être humain est complexe et qu'on ne peut pas le résumer à juste une douleur, un patient, les stéréotypes, et qu'en fait, il faut aller chercher bien plus loin. La communication. Enfin, alors pareil, je l'ai plus parce que je vais devoir chercher, mais l'une des personnes parle qu'un patient, faut aller le visiter comme on visite un pays d'une culture différente. Oui, tout à fait. Oui, ça s'appelle l'anamnèse, c'est-à-dire la recherche des antécédents du patient, mais aussi son vécu familial. Et comme dit le professeur de médecine Gérard Osterman, tout ce toutes les valeurs qui ont été bafouées à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la trahison, quelque chose de l'ordre de l'injustice, quelque chose qui a été bafoué à l'intérieur de lui, où il s'est senti pas respecté. Et ça, c'est essentiel. Et Gérard Osterman, il dit, on s'est tous rendu compte, après un gros problème de couple, par exemple, qu'on va avoir telle maladie, qu'après un deuil, on va avoir telle autre maladie. On somatise, on le sait. Voilà. Donc la recherche des antécédents, effectivement, c'est essentiel, c'est parce que ça permet de comprendre. Et à la fin du livre, il y a ce que j'ai appelé mon carnet, qui est un petit peu un résumé en fait pour prendre le lecteur par la main et lui dire voilà, première des choses, aller voir un médecin, ça c'est normal. Et ensuite pour prendre ce recul dont tu parles, c'est-à-dire que là je vais citer Jacques Besson qui dit qu'est-ce qu'elle a à dire de moi, cette maladie. Tous les experts citent un philosophe qui s'appelle Georges Canquilhem qui dit « La maladie est une tentative de l'organisme de retrouver un équilibre dans une situation perturbée. » À partir du moment où on a cette phrase en tête, on dit « Bon, tentative du corps de retrouver un équilibre dans une situation perturbée. » Il y a une situation qui est perturbée en moi. Perturbée par quoi ? Qu'est-ce qui était perturbé ? Est-ce que c'est mes valeurs ? Est-ce que c'est ma vie sociale ? Sur le plan professionnel, sur le plan amoureux. Et qu'est-ce que ça a provoqué dans mon corps ? Comment ça s'est incrusté, on va dire, dans mon corps ? Voilà. Et parce que là encore, voilà, Isabelle Mansuy, elle explique que la moindre émotion, mais aussi notre alimentation, mais aussi les pollutions, notre environnement social, elle dit, on n'est jamais seul. Donc tout ça fait que ça transforme en fait l'expression de notre gène, de nos gènes, on devrait dire de notre génome. Voilà, ça change l'expression. Et comme toutes ces cellules, elles se renouvellent sans arrêt, eh bien, si leur expression elle est altérée, elle est modifiée, ben c'est là qu'elle survient la maladie. Et donc c'est ça que montre l'épigénétique, c'est qu'en fait l'émotionnel douloureux, non pas négatif mais douloureux, eh bien il va créer des modifications de nos cellules, et c'est comme ça que on a une angine, on a tout d'un coup on a un problème quelque part dans le corps, quelque chose qui va s'exprimer. Mais du coup, c'est quoi les solutions là-dedans ? Finalement, ça veut dire bien manger, méditer pour enlever le stress, pour prendre du recul. Bien sûr, il y a des choses comme ça que tu peux conseiller justement, qui te semblent justes en tout cas pour... Alors, c'est l'alimentation, ça depuis la nuit des temps, depuis Socrate et même avant, on sait que l'alimentation c'est la première, le premier soin du corps. Bon, faire attention. Et d'ailleurs dans le livre, Isabelle Mansuy donne les aliments qui sont importants justement pour favoriser cette réversibilité de l'altération des cellules, tu vois. Donc, notamment, je peux le dire, par exemple, puisqu'on approche de l'été, si on peut se faire des assiettes avec des salades, une salade, mais avec le plus de couleurs différentes.
elle explique pourquoi, je ne vais pas tout retrouver là comment, mais par exemple, de l'oignon violacé, donc des carottes oranges, des tomates rouges, du vert du concombre. Plus les couleurs vont être multiples dans une assiette, voilà, ça fait partie des choses qu'elle indique. Ouais. Bon. Alors l'alimentation, on vient de le dire. Après, tout ce qui peut permettre la détente, la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être simplement de la marche, ça peut être simplement aller dans un musée, se faire plaisir, ça peut être faire du shopping si on en a vraiment envie. C'est quelque chose qui remet quelque chose de la vie à l'intérieur de soi. De la joie. De la joie, du plaisir, voilà. Après, en premier, on va voir un médecin, bon, ça on l'a dit, on le répète. Mais ensuite, eh bien, on va essayer de faire ce travail introspectif à l'intérieur de soi en disant, peut-être, et c'est ce que je propose du coup à la fin du livre, c'est dire, mais depuis quand j'ai ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on m'a fait une réflexion ? Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a fait vraiment de mal ? Est-ce que j'ai été désappointée ? Est-ce qu'on m'a fait... est-ce qu'à mon travail, j'ai des peurs ? Est-ce que je me sens agressée ? Est-ce que je me sens en insécurité parce que j'ai pas assez d'argent ? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. Et en faisant ce travail-là, eh bien finalement, on va essayer de voir si, tiens, est-ce que c'est en lien avec quelque chose de plus ancien ? Et peut-être aller faire nettoyer un émotionnel douloureux, tu vois. Je vais te donner un exemple. Quand moi j'ai travaillé sur ma double hernie discale, j'ai compris en travaillant en EFT que c'était possiblement en lien avec une blessure parce que j'avais été en couveuse, tu vois, qui remontait très très loin. Mais en faisant, ça m'a parlé. Comment on sait ça nous parle, c'est que tout d'un coup j'ai eu les larmes. Tu sens que j'ai les larmes aux yeux. Alors ça arrive souvent chez moi. mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être des frissons pour quelqu'un d'autre. Où tout d'un coup on dit mais oui. C'est-à-dire que cette émotion où je me sentais quelque part abandonnée de tous, sur le plan familial, sur le plan professionnel, presque sur le plan amoureux, sur le plan de mon corps. Eh bien, je l'ai relié à cette forme d'abandon où je suis née avant terme, je me retrouve en couveuse et je suis toute seule alors que j'étais dans le ventre de ma mère avec ma sœur jumelle. Bon, donc c'est un double abandon. Et cette douleur-là, je l'ai comprise à travers, tu vois, ce travail introspectif. Oui, tu vois. Et donc en faisant ces séances de 2FT par rapport, eh ben, il y a quelque chose qui s'est libéré. Donc c'est ça que je propose aussi, c'est-à-dire que on va voir la médecine conventionnelle, et puis ensuite, on essaie de voir ce que ça dit de nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été perturbé récemment ? Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été perturbé il y a longtemps ? Et trouver sa méthode, après. Et trouver sa méthode. Et pour ceux à qui ça parle, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait été perturbé peut-être avant, chez mes parents, mes grands-parents, pour ceux à qui ça parle. Mais il peut y avoir plein de méthodes différentes. Comment on fait pour ne pas tomber sur les mauvaises personnes ? Parce que tout ce qui... Et encore, j'allais dire, les conventionnels, c'est forcément juste. Ou pas. Non, pas de toute façon. Pas forcément. Mais non conventionnel, il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais c'est forcément des charlatans. » Il y en a et il y en a beaucoup. Bon. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre, si tu veux. C'est que aujourd'hui, tu as plein de personnes qui s'autoproclament thérapeutes quantiques. Tu vois, au secours. Bon, on ne sait même pas ce que c'est vraiment le quantique, tu vois. Enfin, bon, donc j'ai même vu coiffeur quantique. Mais pourquoi pas dentiste quantique, tu vois, aussi à un moment donné. Bon, donc il y a des dérives. Alors, ce qui est important de dire, c'est que tu as des dérives aussi sur le plan de médecine conventionnelle, et c'est pas pour ça qu'on jette tout. Et c'est vrai que souvent ce qu'on voit, c'est que s'il y a un guérisseur qui fait n'importe quoi, on dit les guérisseurs c'est tous des nuls. Ah non, ce guérisseur il est nul. On va voir quelqu'un qui va faire dans une pratique quelque chose qui fait n'importe quoi, et on va dire il y avait une affaire sur la naturopathie. Ah ben la naturopathie c'est nul. Pas du tout. Ça peut être vraiment extraordinaire. C'est les fameuses généralités. Voilà. Et encore une fois, l'être humain est complexe, donc on ne peut pas tout généraliser comme si c'était une vérité absolue. Voilà, il faut dissocier les égarements et les erreurs d'un individu
et la pratique qu'il représente. Bon. Ensuite, c'est vrai qu'il y a énormément de pratiques qui ne sont pas évaluées, qui ne sont pas... on ne sait pas grand-chose d'elles. Et donc, on peut tout vous dire et son contraire. Ensuite, il y a aussi d'autres choses, c'est que certains thérapeutes sont très, très bons. Ouais. Et ils sont tellement bons qu'on leur dit 10 000 fois, et au bout d'un moment, l'ego vient se nicher là-dedans, et ça s'arrête. Je vais te donner un exemple qui parle à la fois de la médecine conventionnelle et non conventionnelle. Un jour, mon père me dit « J'ai une énorme douleur au ventre, monstrueuse, et j'ai fait cœlioscopie, coloscopie, et on me trouve rien, et on m'a dit c'est dans votre tête. Sauf que mon père, si tu veux, c'est pas un douillet. Ouais, s'il dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. Voilà. Ouais. Force basque, tu vois. Ouais. Bon. Et il me dit mais c'est horrible, horrible. Et à l'époque, je connais un guérisseur qui habite assez loin, et je l'appelle. Et je lui dis est-ce que tu peux savoir ce que mon père a? Et il me dit, écoute, oui, je sens que je peux. Elle me dit, laisse-moi 1 heure et je reviens vers toi. Il n'a jamais vu mon père, même pas eu au téléphone. Au bout d'1 heure, il me rappelle. Et il me dit, oui, c'est un problème à la 2e lombaire, je crois, de mémoire. Bon. Je rappelle mon père, je dis, écoute, ce sera un problème à la 2e lombaire, avec toutes les précautions d'usage. Je lui dis, j'ai aucun moyen de vérifier, c'est peut-être n'importe quoi. Et je lui dis, fais une radio, un IRM, quelque chose. Il me dit, mais j'ai pas mal au dos. Je dis, dis au médecin que t'as mal au dos. Oui, tout simplement. Il fait ça. Il fait donc un IRM ou une radio, je ne sais plus. Je crois que c'est IRM. Et on lui trouve une hernie à la 2e lombaire. Étonnant. Bon, l'histoire ne s'arrête pas là. Je rappelle alors, donc on lui propose de l'opérer à mon père. Médecine conventionnelle. Bon. Je rappelle le médecin, le guérisseur, et je dis, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et il me dit, oui, je crois que je peux faire quelque chose. Je dis, bon, je te fais venir. Donc il fait 600 bornes pour venir, et il guérit mon père en 1 heure. Et mon père n'a plus jamais eu mal de sa life. Sauf que ce guérisseur était tellement bon que l'ego s'est mêlé là-dedans. Aujourd'hui, il a tout perdu, il est maçon. C'est-à-dire, il a tout perdu? Il n'a plus son don. Il a tout perdu. Donc, imaginons, parce que moi, dans les préconisations, je dis, fiez-vous aux bouches à oreille. Mais dans un temps donné. Oui. On ne sait pas ce que les gens vont devenir. Et ce type-là, je ne le recommanderai plus jamais. Il était bon à un certain moment, c'était juste. Et... Terminé. Ouais. Terminé. Voilà. Et c'est le docteur Thierry Janssen qui dit que... ce que tu disais un peu au début, c'est-à-dire méfions-nous de ces thérapeutes, médecins y compris, mais de ces thérapeutes souvent en médecine non conventionnelle, qui prétendent que leur pratique est la seule qui va vous guérir. Ça, quand quelqu'un va vous dire qu'il affirme qu'il va vous guérir et qu'il n'y a que sa technique qui va vous aider, là, courage, fuyons. Quoi. La fameuse certitude. Courage, fuyons. L'être est complexe. La maladie est multifactorielle, on ne peut pas résumer à une seule pratique, même, tu vois, pour les personnes qui suivent mes pratiques, mes rituels et des choses comme ça, j'ai des personnes qui me disent, oui, j'ai fait 10 ans de psychothérapie, et puis avec vous, j'ai fait un protocole, et ça marchait, c'est extraordinaire. Ben oui, mais si vous n'avez pas fait 10 ans de thérapie avant, peut-être ça n'aurait pas marché. Il faut être prudent. Et ça, c'est Gérard Osterman qui dit « Soyons humbles devant la maladie. On ne sait pas comment ça se passe. » Ce matin, j'avais au téléphone le professeur de médecine, Patrice Queneau, qui est doyen de la faculté de médecine de Saint-Étienne et membre de l'Académie de médecine et de pharmacie. Bon. Et il adore le livre, c'est lui qui fait la préface du livre. Et il me dit, je vais vous raconter une chose, il me dit, sur cet effet placebo qui est la partie magique de notre cerveau, qui fait que quand on adhère en fait à une pratique, on a 100 fois plus de chances que ça marche que quand on n'adhère pas. Bon. C'est qu'il me dit, on a fait un groupe A qui avait une maladie, et on leur a dit, vous avez potentiellement, vous allez avoir soit de l'aspirine,
soit un effet placebo, c'est-à-dire un placebo, soit donc une substance vide, du sucre, soit de l'aspirine, par rapport à leurs problèmes. Ouais. Bon. Et on a regardé les résultats du nombre de personnes qui se guérissaient. Et il y en avait 30%. 30% des personnes qui ne savaient pas si elles allaient recevoir de l'aspirine ou une gélule vide ont guéri dans 30% des cas. Et il y a eu un deuxième groupe à qui on a dit, vous aurez soit de l'aspirine, soit un placebo, soit de la morphine. Ok. Puissante, médicament très fort pour faire baisser la douleur. On passe à 50%. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où les gens se disent « Ah, mais j'ai une chance sur 3 d'avoir un médicament hyper fort qui va me guérir », eh bien, ils ont des meilleurs résultats que les autres. C'est super troublant. Ouais, totalement. Mais l'effet placebo, t'en parles beaucoup dans le livre, mais c'est d'une puissance incroyable. Ouais. Et tu vois, je reprends mon exemple, mais hier j'ai été voir ma psy où je lui avais parlé de mon problème actuel de perte de sens, et c'est une somatologue qui est donc psychologue, mais qui fait des soins énergétiques aussi. Incroyable. Et du coup, elle rigolait en m'écoutant parler, elle essayait de comprendre d'où ça m'était venu, cette crise, on va dire, ces 3 dernières semaines. Et elle me dit, bon, j'ai envie de vous faire un rééquilibrage des chakras. N'écoutez pas, on va faire ça, mais prenez ça comme une méditation. Je comprends que là, le mot chakra, ça ne vous convient pas, donc on va le faire simplement. Ça a duré 10 minutes, mais je suis ressorti de là, j'étais plus la même personne. En tout cas, peu importe. Mais ce que j'ai cru et le sentiment de bien-être que j'ai eu, de détente, de réalignement. Parce que tu lui fais confiance. Je lui fais totalement. Voilà. Totalement. Vois, mais complètement. Et puis, alors ça c'est essentiel, tu as entièrement raison. En fait, ce que dit le professeur de psychiatrie Jacques Besson, c'est que dans la recherche de sens, par exemple, toi, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se posent la question demain, etc., et qui se disent, mais où est-ce que je vais, où je cours, dans quelle étagère. Bon. Moi, j'ai envie de te dire, Nicolas, pourquoi tu te lèves le matin ? Qu'est-ce que tu as envie ? C'est quoi le sens de ta vie ? Qu'est-ce que tu as envie de faire demain ? C'est une question compliquée. Tu vois ? Ouais. Mais actuellement, c'est pas du tout ma personnalité. Il y a vraiment un truc bizarre qui se passe. Oui, mais parce que ça remue à l'intérieur de toi et il faut l'accueillir. Mais accueille ce trouble à l'intérieur de toi comme étant un puzzle qui est en train de se reformer autrement et peut-être avec des pièces plus importantes alors qu'elles étaient plus petites avant, peut-être qu'elles étaient plus fractionnées, que peut-être que cette spiritualité qui à un moment donné t'a nourri a fait que les pièces elles sont plus grosses et qu'il faut les réassembler peut-être autrement, mais que ne perds pas de vue cette question de sens. Quel sens je donne à ma vie ? C'est quoi ma projection dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Pas qu'est-ce que je vais devenir, mais qu'est-ce que j'ai envie pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie ? C'est quoi qui me fait vibrer ? Pourquoi j'ai envie de me lever le matin ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire le matin quand je me lève ? Ça, c'est hyper important. La recherche de sens. Et dans le livre, Jacques Besson, il parle de Viktor Frankl, qui est ce neurophysicien qui part pendant la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz et qui se rend compte que finalement, les personnes qui arrivent à tenir face à l'adversité atroce du camp de concentration, ce sont celles qui attendent le moment où elles vont pouvoir retrouver quelqu'un, où elles vont pouvoir rejouer du piano, où elles vont pouvoir reprendre leur pratique de horloger ou de maçon, parce qu'elles ont envie. De refaire ça. Et il invente la logothérapie, qui est le sens autour de la parole, et c'est-à-dire la recherche de sens dans la vie. Et c'est ça qui permet d'avancer. Et c'est pour ça que je pars en Inde. C'est vrai que je te l'avais pas dit. Tu me l'as dit. Je t'ai dit que je partais en Inde, mais pas pour les raisons. C'est justement pour tout couper. Parce que moi, c'est quelque chose qui marche très bien avec moi. C'est de couper avec ma routine, de me retrouver seule, perdue dans quelque chose qui me sort de ma zone de confort, pour aller retrouver justement cette envie et cette joie
qui me caractérise au quotidien et qui là, s'est échappé, mais c'est pas grave. Et là, d'ailleurs, on arrive à la fin de l'interview parce que je vois l'heure qui passe. Ouais. Mais là où ton livre m'a justement permis aussi de prendre vachement de recul, c'est pas arrivé pour rien que je t'interviewe pour moi aujourd'hui. Ouais, avant ce départ, que j'ai entre guillemets lu ce livre à ce moment-là, et en fait tout prend sens. Incroyable. Et même si je sais pas trop où je vais, en fait tout est juste. Oui. Et j'ai une dernière question avant de te laisser. Oui. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Croire en moi. Croire en moi alors que tout le monde me disait mais non. Et j'ai voulu être réalisatrice de films animaliers. Natacha, bon, j'ai mis 12 ans, hein, ça n'a pas été facile, tu vois. Natacha, c'est un peu une rêveuse. Après, moi, très vite, j'ai dit, je veux réaliser des documentaires, je veux écrire des livres, je veux donner des conférences un peu partout. Je me voyais un peu comme Jacques-Yves Cousteau à l'époque, tu vois, c'était un peu une idole pour moi. Et sauver les espèces en danger. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes, notamment des personnes avec qui je suis restée longtemps, qui m'ont avoué après qu'elles n'avaient jamais cru en moi. C'est violent. Ouais, c'est très violent. Et quelle revanche. Et je me suis dit, finalement, j'ai cru en moi pour tout le monde. Ouais. Même mes très proches. À une certaine, ça durait tellement longtemps avant que j'y arrive que ils n'osaient pas me le dire, mais ils m'ont dit après. Ils m'ont dit, on y a cru au début, puis on n'y croyait plus. On se disait, c'est une rêveuse, Natacha. C'est le petit côté faux folle, etc. Mais non, j'ai les pieds sur terre et j'ai jamais lâché, j'ai toujours cru. Et tu vois, quand j'ai écrit Les héros de la nature, qui était un de mes premiers livres, qui était le titre éponyme de ma collection de documentaires sur France 5 et de France 3, je me rappelle d'une maman qui était venue voir lors d'une conférence et qui me dit « Mais vous avez fait le tour du monde, vous avez rencontré, vous avez filmé les guépards, les tigres, les baleines, les chauves-souris, etc. Et moi, j'avais un rêve, je voulais partir en Afrique pour mener des études de chimie sur un lac en Tanzanie, etc. et tout ça. Et je lui dis, pourquoi vous ne le faites pas? Elle me dit, mais moi, je suis maman. Et je dis, oui, vous êtes maman, mais je dis, pour un enfant, ce qui est important, c'est d'avoir une maman qui est en forme et qui est allée au bout de ses rêves. Prenez quelques temps pour y aller. Donnez-vous cet espace-là, parce que ça va réaliser quelque chose à l'intérieur de vous. Et voilà, donc Paul-Émile Victor a dit, un aventurier est un homme qui prend ses rêves au sérieux. Voilà, j'ai pris mes rêves au sérieux. Je crois qu'on peut terminer là-dessus et franchement, prendre ses rêves au sérieux, croire en soi. Ouais. Là, tu passes un magnifique message à... Elle l'a fait, cette femme, elle m'a envoyé un petit message, elle l'a fait, elle est partie en Afrique quelques mois. Ouais, merci. Et se donner toutes les chances, nom de ton dernier livre, et qui représente aussi ça, croire en soi et se donner toutes les chances, peu importe le domaine finalement. Tout à fait. Merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup, Nicolas. On retrouve ton livre partout, édité chez Albin Michel. Oui. On retrouve ton Instagram. Je mettrai tous les liens pour prendre contact avec toi. Pour ceux qui ne te connaissaient pas, mais je pense que dans les gens qui m'écoutent, t'étais nombreux ceux qui te connaissaient. Mais c'est super. Ce fut un plaisir. Partagé, réellement. À bientôt. À bientôt. Et bon voyage. Merci. Ça a été ? Écoute... J'ai passé un super moment. C'est vrai ? Mais vraiment. Mais t'es quelqu'un de profond que je découvre là. Merci. Vraiment. Je suis épatée. J'ai pas eu une interview comme ça depuis très longtemps. Je t'assure. Okay. Je t'assure. Je suis pas en train de te flatter, rien du tout. Il y a quelque chose de très sincère en toi, de très profond. Tu incarnes ce que tu dis. J'essaie d'être juste en fait. J'essaie de lâcher les masques, tu vois. Aujourd'hui, j'ai une problématique, je vais pas chercher à faire comme si elle était pas là. Non. Je peux pas. Je parle d'intime dans ce podcast. Je peux pas dire. C'est sincère, ça se sent. Ça se sent. Vachement bien. Écoute, vraiment, Nicolas, je suis épatée et je m'attendais pas. Avec une interview calée hier. Non mais sérieux.
avoir quelque chose de si grande qualité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'il t'aura fait autant de bien qu'il m'en a fait. N'hésite pas à partager l'épisode en me taguant, moi j'hésiterai pas en tout cas à te repartager et tu peux aussi l'envoyer à une personne si tu penses que justement cette interview avec Natacha pourrait faire du bien à quelqu'un d'autre. C'est aussi pour ça que je fais ces épisodes de podcast, c'est pour que ce soit partagé au plus grand nombre parce que je pense, en tout cas moi ça m'aide et si je peux aider d'autres personnes à éveiller peut-être des consciences, à donner des conseils, enfin peu importe, mais l'idée c'est que ça apporte de la douceur, de la joie et des remises en question par ces interviews. Donc n'hésite pas à le partager à quelqu'un si tu penses que ça peut faire écho quelque part. Je te dis à très bientôt en tout cas pour un nouvel épisode. Salut!